Ivar Ekland, bonjour. Bonjour. Je suis ravi d'avoir cet entretien avec vous, qui est la poursuite d'un entretien que nous avons eu il y a bien longtemps, dans le cadre de mon livre, mon premier livre, qui était une sorte d'ethnologie des sciences contemporaines. Et donc, j'avais rencontré, dans le cadre de cette grande enquête, et j'avais échangé avec une cinquantaine de scientifiques de haute qualification, dont vous. Et donc, il y a un chapitre de mon livre qui vous est consacré voilà, sur les questions de hasard et de chaos. Vous êtes mathématicien, vous enseignez l'économie à l'université Paris-Dauphine. Vous avez été président de cette université Paris-Dauphine. Alors, Paris-Dauphine, c'est une université connue pour, je pense, les métiers de la finance, mais aussi pour les sciences des organisations et de la décision, n'est-ce pas? Oui, on a également un laboratoire de mathématiques qui est très renommé, avec notamment, on a une médaille Fields, on fait également des mathématiques à la fois théoriques et appliquées. Alors justement, vous avez beaucoup travaillé sur les notions d'aléas, de chaos, de risque, que vous avez traduit du point de vue des mathématiques avec des applications dans le monde de la finance, entre autres, pendant une certaine période. Vous avez écrit des livres qui sont des ouvrages de référence. Alors, je suis repassé hier sur les deux ouvrages que j'avais, Au hasard et puis Le chaos, donc ces deux ouvrages. Alors, j'ai fait plein de post-it pour repérer des citations, etc. Donc, c'est très intéressant de revenir sur mes propres notes. Et donc, ces ouvrages aussi, pour la petite histoire, sur la fiche Wikipédia qui vous est consacrée, il y a une note sur l'écrivain Michael Crichton qui a écrit Jurassic Park et qui s'est inspiré de vous et de vos travaux, notamment pour un de ces personnages. Et on sait que Jurassic Park a eu aussi beaucoup d'influence parmi les jeunes générations. Et je crois que ça va nous amener dans la seconde partie de notre conversation au lien à l'environnement, aux transformations géophysiques de la planète. Ce n'est pas sans lien. Donc, ce que je disais, c'est que vous avez travaillé donc sur ces notions d'aléas, de chaos et de risque, dans un premier temps appliquées au monde de la finance, mais pas seulement. Dans vos ouvrages. Vous traitez de la manière dont les êtres humains ont traité ces notions à travers, d'une part, des pratiques traditionnelles de magie, de divination, etc. Et vous expliquez, dans le cours de l'histoire de la science, comment, justement, certaines disciplines physique, mathématiques, ont maîtrisé ces aspects d'aléas, de chaos et de risques. Et plus récemment, depuis, je dirais, une vingtaine d'années, si je comprends bien, vous avez enseigné au Canada et vous vous êtes intéressé de plus en plus à des dimensions en lien avec l'écologie, avec le changement climatique. Vous proposez notamment, vous avez conçu notamment un cours sur le climat, on y reviendra. Mais disons, ma première question pour un peu lancer notre échange, c'est à partir de ces livres novateurs où vous avez vraiment planté un peu la scène de ce qu'on a appelé aussi les sciences de la complexité, de l'incertitude, toute cette mouvance qui s'est exprimée autour de certaines écoles, le Santa Fe Institute d'un côté, l'école de Bruxelles autour de la figure d'Ilya Prigogine. Vous, sur le plan mathématique, vous avez montré un peu l'ossature qui a permis l'éclosion de ces nouvelles sciences du non-linéaire. Rétrospectivement, disons, qu'est-ce que vous retiendriez voilà, de ce qu'il faudrait dire de ces travaux? Encore une fois, vous étiez un pionnier dans la vulgarisation. Voilà, 20 ans après, qu'est-ce que l'on peut dire sur ces notions aléas, chaos et risques et leur compréhension du point de vue, disons, dans l'enseignement supérieur? Bon, je pense, alors, je pense d'une part que la notion de chaos
est rentré un peu dans le domaine public, hein, grâce à l'effort de beaucoup de gens, et j'étais loin d'être le seul, c'est-à-dire l'idée qu'un système d'apparence simple peut se comporter de manière compliquée, hein, c'est-à-dire l'exemple toujours du lancement du dé. On lance un dé, on connaît parfaitement les lois et pourtant le résultat est aléatoire. Alors ça, les gens le comprennent, et notamment en matière climatique, c'est un peu une notion commune. La notion de risque, par contre, a pris un sens un peu nouveau, c'est-à-dire qu'à partir des années 70, c'était l'explosion de la finance. Et maintenant, le risque, c'est compris de manière financière. C'est-à-dire que, quand on parle de risque maintenant, on parle de quelque chose que l'on peut couvrir, qui en fait n'est pas si dangereux que ça, parce que cette notion de couverture en finance, on peut faire des, disons, il y a un aléa dans les futurs, il va affecter les marchés financiers, puis on va construire un portefeuille qui résistera. Il y a une sorte d'illusion de domestication du risque, hein, qui à chaque fois, ça se brise, hein. Il y a des grandes crises financières et des choses de ce genre, mais la notion de risque a pris une acception financière. Et vous le voyez bien d'ailleurs en matière de réchauffement climatique, puisque depuis le rapport Stern, il y a toute une, il y a toute une, on cherche à chiffrer les pertes, hein, c'est-à-dire que le réchauffement climatique, c'est quand même une chose très grave, ça affecte l'univers physique, ça affecte les espèces, ça affecte notre espèce. Et puis, vous avez des travaux, notamment des travaux de prix Nobel d'économie, qui chiffrent les risques de manière financière et puis qui disent que finalement, ça va coûter tant % de PIB par an et finalement, un réchauffement de 3,5 degrés est optimal. C'est la conclusion de Nordhaus, qui est le prix Nobel d'économie. Et ça vient d'une notion financière du risque, qui est complètement en contradiction avec la notion usuelle et la notion appliquée par d'autres scientifiques, si vous voulez. Tous les scientifiques, de toute autre discipline que les économistes, nous expliquent qu'au-delà de 2 degrés, on ne sait pas ce qui se passera. Et voici un prix Nobel d'économie qui dit, bon, un réchauffement de 3 degrés est optimal. Donc la notion de risque a pris une signification financière, c'est-à-dire qu'elle est très édulcorée et ça peut être dangereux. Enfin, sur la notion de hasard, ce que j'ai redécouvert ces dernières années, c'est que le hasard est une notion humaine. Je veux dire, s'il n'y avait pas d'humanité, il n'y aurait pas de hasard, parce que rien n'intéresserait personne, hein. Le fait qu'une feuille d'arbre tombe dans une forêt sans que personne la voie, on ne sait pas où elle va tomber, mais il n'y a personne là pour dire que c'est un hasard. Mais ces dernières années, j'ai pris un point de vue plus historique et j'ai découvert finalement que le hasard est vraiment d'origine humaine au sens où c'est lié à la notion d'équité. Si vous voulez, la notion de probabilité est très tardive, elle apparaît avec Pascal, mais la notion d'équité est très ancienne et finalement, si vous voulez, Pascal raisonne en termes d'équité. Pour être très précis, vous voyez, quand vous avez une décision très grave à prendre, typiquement, il faut envoyer quelqu'un à la mort. Hein, ça se passait en 14-18, il y a une mission suicide à accomplir, et puis l'officier a un certain nombre de personnes, et il faut savoir qui le fait. Ou, comme dans la chanson classique Il était un petit navire, vous vous souvenez, hein, il y a un petit navire, au bout de 5 à 6 semaines, les vivres viennent à manquer, et il va falloir, on tira la courte paille pour savoir qui serait mangé. Bon, alors, dans les circonstances graves, personne ne veut prendre la responsabilité du choix. Hein? Qui va-t-on choisir? Pour envoyer quelqu'un à la mort, qui va-t-on choisir? On va choisir le plus vieux, on va choisir celui qui est le célibataire, on va choisir, et tout choix est imprégné de soupçons. On tire à la courte paille.
le choix à la courte paille, hein, tiré au sort, 50-50, ça c'est quelque chose que tout le monde comprend. C'est l'idée même de l'équité. C'était d'ailleurs pour ça, bien souvent, que les Grecs tiraient au sort, parce qu'ils disaient, comme dans notre esprit, il y a toujours quelqu'un qui décide, les Grecs pensaient que c'était les dieux qui décidaient. En tout cas, ce n'était pas une décision humaine, on ne sait pas qui prend la décision, mais la décision est équitable. Alors, cet argument d'équité, 50-50, c'est très accessible à tout le monde, et c'est là-dessus que Pascal a bâti toute une théorie des probabilités. Et donc, ce que j'ai redécouvert ces dernières années, par opposition à ce que j'avais fait il y a 50 ans, c'était le fait, ce lien très intime entre la notion de hasard, qui je le redis est une notion humaine, et ses fondements, avec l'équité. D'accord. Et donc, si je comprends bien, c'est vrai que cette notion de tirage au sort en lien avec l'équité, on la voit aussi dans des processus d'élection, parfois, ou de décision de justice, je crois même parfois. On y est encore, hein, c'est-à-dire ça subsiste encore dans certains cas. Par exemple, vous tirez les jurés au sort. Alors, imaginez-vous que ce soit des jurés professionnels. Hein. Imaginez-vous quelqu'un dont le métier est de décider si on envoie les gens en colère mort ou pas. Donc, on tire les jurés au sort et l'expérience prouve qu'ils font très bien leur travail. On a tiré et il y a des auteurs comme Jacques Rancière qui voient dans le tirage au sort l'essence même de la démocratie. Hein, parce que nous sommes dans une société où il y a des gens qui considèrent qu'ils ont le droit d'imposer leurs opinions aux autres. Vous avez les experts, vous avez ceci, vous avez dans l'ancien régime, il y avait les nobles, etc. La démocratie, ça consiste à faire confiance aux gens. Et donc, l'idée qu'on va pouvoir tirer des gens au sort et qu'ils vont se rassembler et qu'ils vont discuter et qu'ils vont obtenir des résultats honnêtement est une idée que je trouve très forte, qui reparaît d'ailleurs. Il y a toutes les conventions citoyennes qui ont été organisées en France. Le gouvernement ne les a pas écoutées, mais c'est une autre affaire. Mais c'est certainement, on revient avec les tirages au sort aux racines de la démocratie. Oui, donc ce que vous tendez à montrer, c'est que le hasard qui, disons, dans un cadre déterministe, tendrait à, voilà, à se confondre, à l'ignorance, ou peut créer une certaine anxiété ou voilà, peur de l'inconnu ou de ce qu'on ignore. Dans les traditions culturelles, s'exprime de manière à un côté, une expression plutôt positive qui favorise, voilà, c'est ce que vous disiez, quelque chose en lien avec l'équité, face justement voilà, à ce qu'on ne sait pas. Et j'ai une citation dans votre livre, donc Au hasard, la chance, la science et le monde. Vous montrez que la science classique a procédé à partir d'un cadre déterministe en traitant à travers le calcul, mais le calcul à base de papier, crayon et gomme, des équations les plus accessibles, des équations linéaires. Et donc là, on a développé un modèle déterministe de compréhension du monde, physique, mathématique, et que par la suite, avec les grandes révolutions scientifiques, notamment en physique quantique, la physique de l'infiniment petit, mais aussi avec l'avènement de l'ordinateur, on a l'accès à des équations non linéaires, et donc on a mieux compris, disons, ce qui relève du monde probabiliste, du monde du hasard. Et donc, il y a une citation, vous montrez que, en fait, il y a le modèle déterministe d'un côté de la science, et puis ce modèle probabiliste qui s'est ajouté avec les révolutions scientifiques du XXe siècle, et vous dites, à eux deux, ils constituent les pôles entre lesquels aussi notre compréhension du monde. À mesure que l'on s'éloigne de l'un, on se rapproche de l'autre. Et aujourd'hui, on est plus que jamais disons, en train d'osciller sur des questions qui ont changé. Donc, c'est plus tellement aujourd'hui l'enjeu des marchés financiers, mais c'est plus l'enjeu du changement climatique. Mais on est plus que jamais oscillant entre ces deux manières de compréhension du monde. Oui, alors peut-être je ne dirais plus la même chose aujourd'hui,
parce qu'il y a une troisième, il y a le modèle, il y a bien entendu ce modèle déterministe qui était l'illusion de Laplace, et Laplace disant que si une intelligence qui aurait toutes les informations et qui serait capable de faire des calculs connaîtrait toute l'évolution du monde, hein, c'est-à-dire cette idée d'une intelligence pour laquelle tout est un éternel présent. Hein. Bon, il y a cette idée-là, qui est bon. Ensuite, il y a cette idée, bon, il y a des choses qu'on ne sait pas, on va mettre des probabilités dessus et on va pouvoir faire des calculs, ce qui est exact aussi, c'est toute la finance, c'est une partie, mais maintenant, il y a une troisième dimension qui apparaît et qui est très forte, c'est qu'il y a des choses sur lesquelles, qui échappent même aux probabilités. Alors, je prends un exemple. Prenez le réchauffement climatique, justement. Alors, sur le réchauffement climatique, il y a d'abord comment dire, il y a ce réchauffement climatique. Bon, alors il y a des choses qu'on connaît, notamment on peut sur la prévision du climat. Il y a des choses, le phénomène en soi est déterministe, hein, bon, très bien, mais c'est un peu un lancement de dés, et donc les calculs qu'on va faire dessus vont être probabilistes. Parfait. Et vous voyez d'ailleurs que dans les rapports du GIEC, ou de l'IPCC en anglais, les rapports du groupe international de recherche sur le climat, hein, ces rapports dont le dernier vient, ça apparaît tous les 6 ans, dont le dernier vient de sortir et qui font foi, les prévisions sont toujours affectées d'une probabilité. Hein, donc, on vous dit, avec 50, il y a une chance sur 2 pour que ceci se produise, et donc une chance sur 2 pour que ça ne se produise pas. C'est toujours classé. Hein, donc, il y a les choses qui ont plus de 75% de chances de se produire, puis les choses qui ont 50% de se produire, et celles qui ont un quart de chance de se produire. Donc, il y a toujours une probabilité dans ces rapports-là. Donc, ils mettent des probabilités dessus par diverses méthodes. Mais dans ces rapports, il y a des choses, il y a ce qu'ils appellent des seuils. Alors, le seuil, c'est, il est possible, je prends un exemple, que la mousson s'arrête en Afrique. Et c'est possible. C'est possible, c'est dans les possibilités, mais on n'a aucune idée que, on sait que ça peut se produire, mais on ne peut pas donner une probabilité à ce truc. On n'a pas les éléments d'information, on n'a pas les équations, etc. On en sait assez pour que ça peut se produire, on ne sait pas si ça se produira, et si ça se produira quand. Un effet de seuil, qui rappelle, si vous voulez, puisqu'on en parlait des années 70, qui rappelle la fameuse théorie des catastrophes de Thom. Hein, c'est-à-dire, un seuil, c'est, vous avez un système qui est dans un équilibre, hein, vous avez un équilibre, vous avez par exemple au fond d'un trou, puis le trou commence à se creuser, il y a un autre trou qui apparaît ailleurs, puis le trou qui était là baisse, vous avez 2 trous parallèles, et puis brusquement, le deuxième trou absorbe le premier. Hein, la bille descend du premier trou dans le deuxième. En réchauffement climatique, on a identifié, je crois, 8 ou 9 seuils sur lesquels, eh bien, on dit il y a un vrai danger, mais on ne peut pas le chiffrer en termes de probabilité, il faut que vous sachiez que ça peut se produire. Et donc, il faut une attitude de prudence. Ça, et là, on ne peut pas mettre de probabilité. Et il y a enfin la toute dernière chose, il se peut qu'il y ait des choses, il peut aussi se passer des choses dont nous n'avons pas la moindre idée. Ça aussi, ça peut se passer. Donc, il y a cette idée de seuil qui est très présente dans les matières de climat et sur lesquelles on ne peut pas afficher les probabilités. Donc, on ne peut pas donner le risque financier, etc. Et là, il faut une attitude humaine qui est une attitude de prudence. Tout à fait. Et d'ailleurs, dans votre livre au hasard, qui date de sortie pour la première édition en 1984, vous esquissiez déjà cet aspect-là en disant, on voit donc se dessiner 2 zones de risque, le domaine de l'aléatoire où règne le calcul des probabilités et le domaine de l'inconnu où la seule règle est la prudence. Et donc, on revient toujours, donc, dans l'exemple que vous avez cité,
des choses qui échappent même aux probabilités à la question du changement climatique. Alors, ce qui est intéressant dans cet enjeu qui est très, très important pour toute l'humanité et que l'on ressent de plus en plus, c'est que ce sont des scientifiques qui ont produit ces rapports du GIEC sous l'égide des Nations Unies. Donc, voilà, ce sont des études on ne peut plus rigoureuses. Il y a des interprétations divergentes parce qu'il y a ce qu'on peut appeler, disons, les climato-sceptiques qui pensent que ces changements ne sont pas forcément induits par l'activité humaine ou le mode de vie de la majorité des sociétés voilà, de la planète. Mais ce qui est intéressant d'un point de vue scientifique, c'est que la question du climat nous ramène au rôle du temps. Et ce rôle du temps, vous l'avez aussi étudié mathématiquement dans le fondement de la théorie du chaos, le chaos déterministe, c'est-à-dire voilà, la connaissance des conditions initiales, le fait que justement une sensibilité, il y a une sorte d'écart. Si on se rapproche des conditions initiales, on ne peut pas se rapprocher des conditions finales parce qu'il y a une sensibilité des conditions initiales. Ça avait été mis en évidence par le mathématicien Henri Poincaré. Mais enfin, on voit que le rôle du temps, au fur et à mesure, si vous voulez, les divergences prennent une dimension exponentielle. Et c'est aussi, ça a été redécouvert par le météorologiste Edward Lorenz, justement en voyant une petite variation de décimale dans un calcul qu'il a interrompu, qu'il reprend, et puis il voit que l'évolution du système qu'il simulait prend une toute autre dimension. Et dans votre ouvrage sur le chaos, vous montrez en fait que la plupart des systèmes sont chaotiques, mais que ça dépend de l'échelle de temps à laquelle on les observe. Et donc, ce que vous dites, c'est que le temps devient climat au bout voilà, à partir d'une certaine échelle de temps. Par exemple, vous donnez l'exemple du système solaire. Il est chaotique, mais ce que vous appelez le temps caractéristique, c'est le temps au bout duquel une petite perturbation est multipliée par 10 et l'ordre de 10 millions d'années. Donc, il est chaotique au bout de 10 millions d'années. Donc, on a, si je comprends bien, et ça, on le voit, la météorologie, le climat, les saisons, l'alternance des saisons, il y a de la régularité, mais il y a aussi de l'imprévisibilité. Donc, tout dépend de l'échelle de temps à laquelle on observe. Donc, ce facteur temps joue un rôle déterminant dans l'évaluation de l'aléa. Comprendre, considérer les échelles de temps est absolument crucial. Et on rencontre, surtout en matière de climat, et on rencontre souvent, par exemple, des gens qui vous disent « mais le climat a changé, il a déjà changé, il a fait beaucoup plus chaud dans le passé ». Vous m'entendez? Oui, oui, tout à fait. Il a fait beaucoup plus chaud dans le passé. Oui, mais il y a 2 millions d'années. Alors, sur le climat, vous voyez différentes échelles de temps. Sur l'échelle du jour, c'est de la météo, on peut prévoir. Sur l'échelle de 30 à 100 ans, c'est déjà du climat, on peut encore prévoir, c'est bien ce que fait le GIEC. Et maintenant, le problème qu'on a maintenant, disons, ce n'est pas tellement peut-être que les températures s'élèvent, ça s'est déjà passé dans le temps. Et on sait qu'il y a des cycles. Il y a des cycles astronomiques, par exemple, c'est-à-dire l'orbite terrestre change. Et le climat change à des rythmes qui sont de l'ordre de 10 à 15 000 ans. Mais le problème qu'on a maintenant, c'est que ce sont des changements qui ne se passent pas sur 10 à 15 000 ans, on a des changements qui se passent sur 100 ans, ou même moins. C'est-à-dire la moitié des gaz à effet de serre qu'il y a dans l'atmosphère ont été émis depuis 70, il y a 50 ans. Alors, si vous faites sur 100 ans ce qui va se passer sur 10 000 ans, c'est un peu comme une voiture. La voiture roule à 100 km/h. Si vous avez 100 mètres pour vous arrêter, c'est une chose. Si vous avez 1 mètre pour vous arrêter, c'est un accident. C'est exactement ça. Et ce qui se passe, à la vitesse à laquelle ça se passe, c'est que les espèces ne peuvent pas s'adapter, n'ont plus le temps. C'est donc vraiment une question d'échelle de temps. Le drame qu'il y a maintenant, c'est que tout se passe extrêmement vite
et pas assez vite pour que… Et d'ailleurs, vous voyez, les sociétés humaines n'arrivent pas à s'adapter. Hein, c'est-à-dire, on parle maintenant, vous avez les réchauffements, vous avez les inondations, les maisons qui sont au bord de l'eau, les forêts qui brûlent. Notre société ne peut pas s'adapter et les espèces animales non plus. Hein, vous avez une perte de biodiversité gigantesque. Donc, comprendre les échelles de temps est crucial. Et le problème du réchauffement climatique, c'est qu'il se passe sur une échelle de 100 ans au lieu de se passer sur une échelle de 100 000 ans. Oui, tout à fait. Or, aujourd'hui, ce modèle de production consumériste se généralise. Et pour dire les choses franchement, si on devait consommer comme consomment les Américains, voilà, il faudrait, on l'a estimé, on l'a quantifié, il faudrait 4 ou 5 planètes Terre. Donc, nous avons un problème de limite. Et je dirais que c'est un problème de mathématiques parce que ce que vous décrivez comme accélération et changement très, très précipité, on peut dire que nous sommes aujourd'hui, c'est ça un peu ce que je vois, une sorte de, qu'on est un peu à court d'espace et de temps. Et que nous avons saturé l'espace, nous saturons le temps, et que nous sommes, disons, soumis à une sorte de problème de géométrie, je dirais, restrictive. Aujourd'hui, nous devons, au lieu d'aller de croissance en excroissance, nous devons faire moins, nous devons radicalement, et c'est ce que vous évoquiez, c'est ça qui est difficile aujourd'hui. Les sociétés n'arrivent pas à changer de mode de vie, mais ce mode de vie, c'est le mode de vie consumériste, cette croyance dans le marché, etc., qui s'est généralisée, les Chinois, les Indiens, les Brésiliens, etc. Enfin voilà, et donc c'est un modèle occidental, mais qui s'est généralisé et qui fait qu'aujourd'hui, nous devons radicalement faire moins, ce que savaient faire les sociétés, disons, dans le passé, mieux et moins. Donc, comme une forme de géométrie restrictive, comment remplir l'espace et le temps sans les saturer. Et, bon, c'est une manière un peu de présenter l'équation qui est très difficile pour les humains. Et c'est encore une fois un rapport de presque un problème mathématique qui se pose à nous. Bon, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais on peut voir le problème de manière très simple, hein, c'est-à-dire il n'est pas possible d'avoir une croissance illimitée dans un monde fini. Hein, c'est PA bas, hein, c'est-à-dire il y a la Terre, il y a un nombre fini de ressources. Quand on les utilise, il n'y en a plus. Hein, je veux dire, le cuivre, vous prenez le cuivre, le premier minerai de cuivre avait des concentrations de 10%, maintenant on en est à 1%, donc bon, il y a un nombre fini de ressources, si vous les utilisez toutes, eh bien, vous ne pouvez pas… c'est un gâteau, le gâteau est fit. Vous pouvez avoir cette vision-là, et qui a beaucoup de vrai. C'était la vision du rapport Beddoes, d'ailleurs, en 1973. On peut améliorer, on peut recycler, par exemple. Hein, on peut dire qu'on peut recycler, on peut faire des choses comme ça. Mais il y a quand même cette contradiction qui est fondamentale. Alors maintenant, est-ce qu'on peut aborder ça du point de vue mathématique? En partie, certainement, c'est-à-dire qu'on peut essayer d'inventer des circuits qui sont des circuits du recyclage. Moi-même, en faisant le cours, j'ai commencé ce cours en pensant que le problème, c'était l'industrie, et j'ai découvert que le problème, c'était l'agriculture. Hein, l'agriculture, c'est 30% des émissions de gaz à effet de serre, la moitié à peu près, c'est du méthane, bon, et ces émissions sont dues exclusivement à notre mode d'appropriation des sols. Donc, il y a des problèmes scientifiques, est-ce qu'on peut changer les méthodes agricoles, est-ce qu'on peut faire ceci, etc. Tout ça, c'est envisageable. Tout ça, c'est envisageable. Il y a une place pour les mathématiques là-dedans, mais ce que je dis avec beaucoup de force, c'est que ce ne sont pas des problèmes ponctuels. Il n'y a pas de solution technologique. On ne peut faire ça qu'en regardant la société dans son ensemble. Hein, c'est-à-dire, il faut changer notre rapport à la nature, il faut changer nos modes de consommation, il faut faire autrement, mais ça veut dire qu'il faut s'adresser aux êtres humains. Ce n'est pas en inventant de nouvelles machines et en laissant les gens tels qu'ils sont qu'on arrangera les choses. Il faut éduquer et il faut changer également le comportement des gens. Il n'y a pas de solution. La technologie et les sciences ont un apport. Elle a d'ailleurs déjà fait beaucoup.
hein, c'est-à-dire qu'on ne veut pas dire qu'on ignore le réchauffement. Hein, ça fait les premiers rapports datent de 88, hein, donc il y a déjà ce rôle de Cassandre, mais la technologie a déjà fait beaucoup, on peut améliorer des choses, mais ça ne suffit pas, la solution doit être globale, il doit y avoir, doit être politique également, il faut changer la manière dont notre société fonctionne. Nous avons eu un petit virus, Covid-19, qui n'est pas extrêmement nocif, on peut se prémunir largement de ce virus en se lavant les mains et en respectant une distance physique, sauf que ce petit virus s'est propagé, est devenu une pandémie, et que cette pandémie, en 2-3 ans, a révélé une série de crises, mais en tout cas, pendant la période du début de la pandémie, le monde s'est arrêté, c'est-à-dire l'économie, etc. On a pu faire la démonstration qu'il est possible d'arrêter la machine de l'économie, des marchés, etc. Le monde s'est arrêté de fonctionner du jour au lendemain. Alors, est-ce que c'était une peur irrationnelle, etc., puisque cette pandémie n'a pas eu des effets dévastateurs, mais en tout cas, on a pu démontrer que c'est possible de stopper la machine et peut-être, à la faveur de crises comme ça, de commencer à réfléchir ou générer des modes de vie différents. Que vous inspirent ces deux faits? C'est-à-dire que d'un côté, jusqu'ici, c'est très difficile de combattre le monde de l'économie libérale, l'aspiration à la consommation, etc., alors que nous devons changer. Et aussi le fait que nous avons pu faire la démonstration avec la pandémie du Covid-19. Écoutez, je ne suis pas de votre avis, je pense que le politique domine l'économie, et on en voit un exemple en ce moment, par exemple avec la guerre en Ukraine. Alors, et ce n'est pas la première chose. Donc, ce que vous voyez, par exemple, c'est que la Russie est exclue du système SWIFT, qui est le système de paiement. Elle ne peut plus payer. Vous comprenez, hein, le simple fait de mettre sa main à sa poche et de donner l'argent, la Russie ne peut pas le faire. On a confisqué les réserves de la Banque centrale d'Afghanistan et la Banque centrale russe. Très bien. C'est-à-dire que la propriété privée, hein, on est bien d'accord, hein, c'est l'argent du peuple afghan et l'argent du peuple russe. On va mettre un plafond sur le gaz russe. Très bien. Tout ce que je veux dire, je ne discute pas la légitimité de ceci, mais je dis simplement que le marché dépend entièrement du bon vouloir des puissances. Voilà. On a dépensé, je ne sais pas, on a dépensé 15 milliards, je crois, pour soutenir l'Ukraine. On n'a jamais rien dépensé pour le réchauffement climatique. Donc, tout ce que je veux dire, c'est qu'en ce moment, on voit que les mécanismes du marché qui nous paraissaient naturels sont entièrement appuyés sur une puissance politique, et que si cette puissance politique voulait lutter contre le réchauffement climatique, elle le ferait. Mais elle s'intéresse davantage à lutter contre la Russie ou d'autres, etc. Parce que ce qui se passe en ce moment, vous voyez, le marché mondialisé, il se porte mal en ce moment. Hein. La concurrence parfaite, le libre-échange, etc. Franchement, donc, si vous voulez, je pense que ce qui manque vraiment, c'est la volonté politique. Hein. Vous fondez votre espoir sur les jeunes générations qui sont mieux formées, qui sont lucides, exigeantes, critiques. Et comme contribution, vous avez travaillé à l'élaboration d'un cours sur cette question du changement climatique. Donc ça, c'est une démarche très intéressante. Vous avez coécrit donc un cours avec Aïcha Bendia, qui est dispensé, donc les défis environnementaux du XXIe siècle, et qui est dispensé à l'université Paris-Dauphine, et qui, en fait, c'est ça qui est intéressant, est un cours qui est obligatoire pour tout étudiant de l'université. Donc, c'est une démarche assez nouvelle, et j'aimerais bien que vous me parliez un peu comment a germé cette idée. Écoutez, merci de poser la question.
Tout d'abord, une légère correction, hein. Je ne m'en remets pas aux jeunes générations, hein. Je veux dire, c'est un peu facile. Toute la pollution, l'essentiel du désastre qu'on a maintenant a été fait depuis 70, donc c'est vraiment ma génération, hein. Donc maintenant, dire on a sali l'appartement et les succès c'est un peu facile. Donc, je me et donc, je pense que chacun, à son échelle, peut et doit faire quelque chose. Alors, ce qui s'est passé sur ce cours, donc j'avais cette idée de faire un cours, et il s'est trouvé qu'à Dauphine, on avait une présidente et beaucoup de collègues impliqués, parce que nous avons un certain nombre de Dauphine n'a rien inventé. Je suis sûr que dans votre université, partout, il y a des masters sur le réchauffement climatique et des choses comme ça. Il y a des formations spécialisées. Donc, il y a des gens, il y avait des enseignants qui étaient motivés, qui voulaient faire quelque chose. Et il nous est apparu à tous qu'il fallait faire un cours, et faire un cours, je vais dire, général, de culture générale, et le faire tôt. Parce que, si vous voulez vous renseigner sur le réchauffement climatique, tout est sur Google ou sur Wikipédia. C'est comme partout, l'information, elle est là. Ce n'est pas un problème, vous la trouvez. Parfait. Mais le problème, c'est de montrer que tout se tient. Alors, je prends l'exemple de la taxe carbone. Nos économistes disent, le réchauffement climatique, c'est très simple, vous mettez une taxe carbone et ça règle la question. Bon. Alors, ça veut dire quoi? Pour comprendre ça, on comprend que la taxe carbone va faire qu'on consommera moins de carbone, mais qu'on émettra moins de carbone. Mais pourquoi le carbone est-il mauvais? Ah, parce que c'est l'effet de serre. Qu'est-ce que c'est l'effet de serre? Il faut un peu de physique. Pas énormément, hein, mais suffisamment pour comprendre, par exemple, que le carbone persiste très longtemps alors que le méthane se dissipe assez rapidement. Il faut comprendre un peu ce qu'est l'effet de serre. Il faut un peu de physique. Pas complètement, mais il faut un peu de physique. Alors là, on comprend. Ensuite, en France, vous mettez la taxe carbone et vous avez les gilets jaunes. Et les gilets jaunes, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, nous, la taxe carbone, on n'est pas contre. Mais pourquoi nous devons la payer? On a besoin de notre voiture pour aller travailler. Alors que le célèbre professeur Eklund, quand il prend l'avion pour le Canada pour aller faire son cours sur le réchauffement climatique, lui, il ne la paie pas. Ce n'est pas juste. Ils ont raison. Donc, il faut que l'économiste, il faut qu'on comprenne aussi qu'une taxe carbone, ça a des effets redistributifs, des effets de justice, des problèmes d'équité, des problèmes sociologiques, hein, qu'il faut résoudre aussi. Donc, il faut que tout se tienne. Donc, ce qu'on enseigne aux étudiants, ce n'est pas le détail, ils le sauront, mais on leur enseigne un cadre général dans lequel ils pourront caser les choses. Et pour en revenir, par exemple, et notamment, il faut comprendre les racines du mouvement. Pourquoi est-ce qu'on en est là? Qu'est-ce que c'est que cette idéologie de la croissance? Qu'est-ce que c'est le PIB? Pourquoi c'est bien d'augmenter le PIB? Etc. Donc, il faut comprendre ces choses-là, il faut comprendre les choses pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Une erreur typique, par exemple, consiste à dire, on va améliorer les rendements des moteurs, on va faire des moteurs plus efficaces. Oui, mais quand vous regardez l'histoire, c'est un fait connu et avéré que si vous améliorez le rendement des moteurs, les gens consomment plus. Vous avez une voiture qui consomme moins, vous allez l'utiliser davantage. Et puis, des gens qui n'avaient pas de voiture se disent, c'est une bonne idée, je vais en acheter une. Hein, c'est l'effet de Jevons. Donc, c'est tout cet ensemble qu'on essaye de faire et le plus tôt possible. Et je pense qu'on le fait en première année, on le continue en deuxième année, mais le but, c'était de donner un cadre général. Et je pense que, j'entends bien que ça pourrait être enseigné dès le lycée. Hein. Voilà un peu la genèse du cours. Et je dois dire d'ailleurs que vous parliez des jeunes générations, non, d'autres sont impliqués. Le cours, il est pris en main par l'université. Ce n'est pas moi qui le fais, hein, c'est d'autres. Il y a 900 personnes. Il y a 900 personnes qui rentrent en première année, donc donc il est en partie en ligne, en partie en amphi. C'est une opération assez compliquée, mais elle en vaut vraiment la peine. Alors, concrètement, par exemple, est-ce que vous l'avez conçu comme un commun? Donc, vous en êtes les auteurs avec le soutien de l'Université Paris Dauphine et de la Fondation Madeleine, la Société 2050. Mais concrètement,
comment on peut utiliser, s'appuyer sur ce cours dans d'autres universités, dans d'autres pays, si nous voulons le faire, par exemple, au Maroc, sur le continent africain, à l'université Mohamed VI Polytechnique, par exemple. Comment concrètement, disons, ça peut être utilisé? Alors, première remarque, il y a une traduction en anglais qui est sur le site, qui est aussi là. Alors, ma première idée, on y viendra peut-être, c'était de rendre le cours en ligne accessible à tous. Par ce cours en ligne, ce qui est en ligne, c'est le polycopier. Le cours en ligne est différent parce qu'il y a des petites vidéos, il y a des explications, etc. Mais l'université n'a pas voulu ouvrir le cours en ligne à tous, pour des raisons de propriété, enfin, pour diverses raisons. Donc, donc on a juste le poly. Alors, le poly peut servir à plusieurs choses. Il peut servir de construction d'un cours analogue, parce que la difficulté d'un tel cours, c'est qu'il est pluridisciplinaire. Vous voyez, il y a de l'histoire, il y a de la physique, il y a de la biologie, des choses de ce genre. Et donc, tout le monde n'a pas ces compétences-là. Donc, on peut s'en servir de base pour faire un cours. Maintenant, si les gens, ils peuvent nous contacter, c'est-à-dire que la meilleure méthode à ce moment-là, ce serait de nous contacter directement à Paris Dauphine, et l'équipe d'enseignants qu'il y a là serait tout à fait heureuse de construire quelque chose. On pourrait même construire un cours international. Ça, ce serait très bien. Si l'université ne veut pas ne veut pas mettre son cours à disposition, on peut construire un cours international, ou un MOOC ou quelque chose de ce genre. Donc là, j'ai regretté que l'université n'ouvre pas le cours en ligne, il n'est pas ouvert, très bien, on a ça. Alors, comment va-t-on continuer? Alors, on continue, je pense qu'on fera des cahiers supplémentaires, notamment sur l'agriculture, ce qui est un vrai problème. On projette également un cahier supplémentaire sur les pêcheries, des choses de ce genre. Si vous voulez, si les gens veulent monter un cours, eh bien, ils peuvent s'en servir comme base, et puis ils peuvent également nous contacter. Et je voulais aussi signaler que ce que je note dans votre parcours, c'est que vous êtes de plus en plus sensible aux questions citoyennes. Est-ce que c'est une manière ou des questions de société ou... Oui, si vous voulez, vous voyez, on commence comme mathématicien, et là, on s'intéresse aux structures éternelles. Aux structures éternelles de la pensée, les vérités éternelles platoniciennes. Bon. Ensuite, on fait de l'économie parce qu'on s'intéresse aux sociétés. Comment fonctionne notre société? L'économie, la finance. Et puis ensuite, on s'aperçoit que l'économie et la finance est très moderne, et donc on s'intéresse toujours à comment fonctionnent les sociétés humaines. À ce moment-là, on fait de l'anthropologie. C'est autre chose, et à chaque fois, la perspective s'ouvre. Donc, je cherche à comprendre le monde autour de moi. Donc, je suis parti des vérités éternelles, et maintenant, je m'intéresse à l'homme, ou à la femme, maintenant, avec le langage qu'on a. C'est vraiment ça. Et je me souviens très bien de ce que disait Marshall Salins, un anthropologue que j'avais rencontré à Chicago. Il me disait que la société actuelle est un épisode dans un nombre de sociétés qui s'étendent à travers le temps. Et donc, dans ce processus où vous avez vous-même évolué, vous vous êtes attaché à traiter de problèmes de réalité qui touchent concrètement, crucialement les sociétés, ce qui serait intéressant de savoir dans votre propre parcours ou votre courbe de vie, est-ce qu'il y a des collègues qui travaillent, je pense par exemple à d'autres initiatives d'esprit scientifique qui ont été sensibles à ces questions, je pense au Schumacher College, qui s'est inspiré du nom de Schumacher, l'auteur de Small is Beautiful, ou d'autres démarches, disons, qui ont mis la science au service des sociétés ou de cultures locales dans d'autres pays. Est-ce qu'il y a des collègues, est-ce qu'il y a des auteurs qui vous ont inspiré? Est-ce qu'il y a aussi des initiatives d'individus ou d'associations avec qui vous travaillez ou qui vous motivent dans le processus dans lequel vous êtes engagé?
certainement, hein, je suis un grand admirateur de Spinoza, par exemple, hein, puis Spinoza avait compris beaucoup de choses. Bon, comme anthropologue, j'aime beaucoup ce qu'écrit Greber. Il y avait bien sûr. Greber, il y a également un juriste que j'admire beaucoup, c'est Suppiot. Mais sur les relations, si vous voulez, comprenez bien, je suis, bon, moi, je suis plutôt un local, c'est-à-dire je reste un mathématicien universitaire et donc je n'ai pas accès aux grandes sphères. Donc, j'ai beaucoup travaillé, j'ai fait l'essentiel de ma carrière à l'Université Paris-Dauphine, c'est chez moi. Oui, mais je voudrais aussi préciser, alors aussi, je ne sais, vous dites que vous travaillez plutôt au niveau local, mais je voudrais mentionner que vous avez aussi un axe sur lequel vous travaillez beaucoup. Vous êtes un des dirigeants d'une association qui s'appelle l'ORDIP, l'Association des universitaires pour le respect du droit international en Palestine. Donc, vous avez aussi cet intérêt pour la défense voilà, des droits des Palestiniens. Notamment, vous exprimez en tout cas une solidarité avec les universitaires palestiniens. Enfin, voilà. Donc, c'est quand même une démarche assez courageuse. Je sais que c'est pas toujours facile. C'est aussi un des grands problèmes, des derniers grands, graves problèmes coloniaux persistants voilà, aujourd'hui. Et donc, vous n'hésitez pas à vous engager. Je suis allé pour la première fois en 92. J'étais président d'université à l'époque. Et à l'époque, les Israéliens avaient fermé tout le système scolaire et universitaire palestinien pendant 4 ans. Pendant 4 ans, les écoles et les universités ont été fermées par l'armée israélienne. Et quand je dis fermées, c'est-à-dire que les portes étaient soudées. Alors, avec quelques collègues, on est allé voir ce qui se passait. On a eu beaucoup de chance parce que c'était au moment où on allait signer les accords d'Oslo. Et le président Mitterrand a ouvert beaucoup de crédits pour collaborer avec la Palestine. Donc, on a monté des programmes de coopération, notamment avec Birzeit, qui fonctionne toujours. Alors, depuis, la situation s'est renversée, elle ne s'est pas améliorée, mais elle ne s'est pas améliorée, bien au contraire. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Ivar Ekland, pour cet entretien qui était très intéressant. Merci encore, Ivar Ekland, et au plaisir d'une prochaine rencontre. Au revoir. Au revoir.